Bonsoir à tous, pour tous ceux qui sont présents. Bonsoir Mathieu, Bonsoir Franck. ça va bien? Oui, et toi? Je te remercie d'avoir accepté notre invitation donc à cette petite parenthèse avec les Cartésiens Je t'en prie. pour parler communication scientifique aujourd'hui. Hmm. Donc petit rappel pour ceux peut-être qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos. La petite parenthèse, donc c'est une nouvelle série de live qu'on fait avec l'Association des Cartésiens, docteurs et doctorants de Paris, qui vise à parler du doctorat, de la poursuite de carrière et des sciences, de la médiation, vulgarisation, diffusion scientifique, communication scientifique en général, ou des sciences mais en général. Et donc, on fait différents lives chaque semaine avec différents types d'acteurs, différents types d'intervenants. Voilà, très souvent, ils vont être PhD et on va voir un peu leurs différents parcours pour évoquer donc ces différentes thématiques. Donc aujourd'hui, pourquoi nous avons choisi la thématique de communication scientifique? Il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment, dans notre actualité, donc il y a une stimulation autour des sciences, il y a un nouvel intérêt autour de la recherche des sciences. Et donc on peut se poser quel rôle joue la recherche en ce moment, quel rôle joue la recherche publique, les chercheurs. On a vu dans différents médias donc bon nombre de chercheurs qui étaient invités à parler, à partager leur expertise, une analyse, des conseils à suivre, mais surtout en fait ils étaient présents, ils acceptaient ces invitations pour informer la population, éclairer sur des thématiques non connues ou non maîtrisées par l'ensemble de la population. Et cela révèle des missions d'information de la recherche, en fait. Créer, partager de la connaissance, d'où cette thématique de la communication scientifique. Donc il y a des besoins en santé notamment, mais pas seulement, dans tout le secteur d'activité, de chercheurs pour traiter et diffuser des informations spécifiques qui requièrent des compétences spécifiques et en cela des perspectives publiques ou privées. Ça peut être politique, éthique, commerciale. On verra avec le cas donc, de Mathieu aujourd'hui, qui va nous parler de sa façon de faire de la communication scientifique. Il va nous la décrire. Évidemment qu'il y a plusieurs façons de faire de la communication scientifique. Tout à fait. On n'est pas là avec Mathieu pour faire un cours sur la communication scientifique aujourd'hui, mais pour traiter de sa façon de faire à lui, son expérience, son parcours. Et donc peut-être que ça peut inspirer bon nombre d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, donc pour peut-être construire votre parcours post-doctorat, que sais-je, ou juste des questions en fonction de l'intérêt que vous portez à cette thématique. Toi, Mathieu, qu'est-ce que ça t'inspire, justement, cette situation autour d'une remédiation ou j'ai pas envie de dire surmédiatisation, mais en tout cas un regain de médiatisation vis-à-vis des sciences, vis-à-vis de l'information, qu'elle soit médicale ou autre? Ouais. Encore une fois, merci Franck de m'inviter aujourd'hui. Je vais faire part de mon témoignage. Je n'ai absolument pas vocation ni à donner des conseils, ni à prêcher la bonne parole. En tout cas, tu montres bien en ce moment qu'il y a à la fois un regain d'intérêt pour la science, mais finalement aussi on peut voir le rôle que peuvent jouer les scientifiques, les chercheurs de formation dans toute cette agitation, je dirais, de façon générale. Euh, on en parlait récemment. Pour moi, il y a plusieurs constats à faire de la situation. Le premier constat, c'est que la science, c'est pas un dogme. Il n'y a pas de vérité absolue. On se rend compte, hein, il n'y a pas toujours des consensus, même dans la communauté scientifique. Et donc, c'est toujours difficile quand on n'est pas scientifique de formation, quand on n'a pas une idée bien précise de ce qu'est le fait scientifique. On peut se poser des questions de mais pourquoi tel professeur dit telle chose, pourquoi un autre lui dit absolument le contraire. Il n'y a pas de consensus. Voilà. Donc ça, c'est un premier constat, pas de dogme, pas de vérité absolue dans la science. Ensuite, on constate une autre chose, c'est que le fait scientifique en soi, il ne suffit plus. On ne peut pas juste dire c'est prouvé scientifiquement, parce qu'il n'y a pas de consensus. Mais une fois qu'on a un consensus scientifique, il faut aussi le diffuser, il faut pouvoir argumenter, il faut communiquer efficacement. Alors, j'ai pu découvrir par exemple des canaux de diffusion alors, tu sais, sur les réseaux sociaux. Tu vois des chaînes apparaître. Tu as des scientifiques qui ont pris la mission
d'aller éduquer et de discuter de l'actualité scientifique. Et donc, on montre à quel point, cela montre à quel point le fait de communiquer sur la science, c'est important parce qu'il y a une bataille d'opinion publique à remporter. Voilà. Et donc, pour moi, c'est l'importance l'importance d'éduquer, de vulgariser et de convaincre le grand public sur l'importance de la rigueur scientifique. En tout cas, comment les faits et comment les connaissances sont établies, comment on passe de la donnée à l'information, à la connaissance et à ce qu'on appelle la wisdom en anglais, la sagesse de l'utilisation de ces connaissances. Voilà. Et pour moi, le troisième et le dernier constat de la situation, c'est l'importance de la diffusion, ce qu'on appelle les fake news de façon générale. En fait, il ne suffit pas de dire à quelqu'un, mais c'est pas prouvé scientifiquement, ce que tu me dis, c'est faux. En fait, non. Cette personne-là va te dire que bah, un tel a dit ça, et donc à partir du moment où un tel a dit, c'est que c'est vrai. Et en soi, en termes d'études, en termes de sujet d'études, les fake news, c'est fascinant finalement. Quand tu regardes en détail la manière de fonctionner, et tu te rends compte que c'est un système qui utilise la communication à très bon escient. On peut faire plusieurs constats. C'est que bah, y a l'importance de la légitimité pour parler, et finalement les gens qui s'auto-légitiment en disant je connais, j'ai vu, j'ai lu que, donc je suis légitime pour en parler. Le répertoire sur lequel les fake news jouent, c'est un répertoire qui n'est absolument pas analytique. C'est un répertoire souvent émotionnel. C'est jouer sur la peur, les frustrations, l'envie, la méconnaissance de plein de choses. C'est souvent invérifiable. On cite une obscure étude, on cite des choses qu'on ne peut pas, de façon très simple, objectiver. Voilà. Et puis ça mélange beaucoup aussi les, euh, les, les vérités et les contre-vérités, ou les choses qui sont vraisemblables, ça a l'air vrai, ça ressemble à quelque chose qui a déjà été acquis ou admis, et donc du coup, bah, entre deux vérités, finalement, ça passe. Voilà. Et donc, oui, le fait important en ce moment, c'est ça, c'est tous ces constats qu'on peut faire. Et donc, moi, ça me permet de faire le lien avec l'importance de la communication scientifique et la conception-rédaction, dont je parlerai un peu plus, si tu veux, un peu plus tard. Voilà. Bah, je te remercie pour tout ça. Bah, effectivement, à la fois, tout ça est très riche et évoque plein de choses. À la fois, je pense que tout le monde peut s'y reconnaître, ne serait-ce qu'en tant que de citoyen, en fait. Tout à Parce fait. que bah, nous, effectivement, on va évoquer la culture scientifique, la culture PhD, mais, du doctorat. Mais en fait, voilà, chacun est touché et chacun, dans sa formation, dans son secteur, est confronté justement à ce surplus d'informations, à ce traitement. Et donc, chacun doit effectivement se poser des questions. Comment méthodologiquement je dois m'y prendre pour traiter, analyser les données, qu'on soit scientifique ou non. Et donc, bah, ça me fait une bonne transition sur bah, toi, ton parcours, c'est-à-dire comment tu t'es construit pour être en mesure de filtrer ces informations pour, on va le voir ensuite après au sein de ton activité, bah, voilà, les traiter et les utiliser dans, dans un certain contexte. Ouais. Alors, mon parcours, c'est un parcours assez classique de docteur, hein, fac de sciences, biologie, puis Un de master plus. 1, ouais, ouais. Plus master 1 à l'époque, ça s'appelait une maîtrise, un master 2, anciennement DEA, diplôme d'études approfondies, et une thèse dans un laboratoire de recherche fondamentale qui avait une forte valence pour la recherche clinique, donc on va dire une forme de recherche appliquée. Ensuite, bah, j'ai fait un post-thèse, parce que j'appelle toujours un post-thèse, pas tout à fait un post-doc, c'est-à-dire que je suis resté dans le même labo, mais avec un financement pour finir hein, les travaux que j'avais commencés, qui n'étaient pas terminés à la soutenance de la thèse. Et ensuite, un post-doc à l'étranger, et de 3 ans, et ensuite un retour en France, poste de post-doc, avec un périmètre de responsabilité un peu élargi, gestion de labo, encadrement des étudiants, encadrement voilà, de l'équipe technique, rédaction des articles et autres supports de communication. Voilà. Ensuite, une envie de faire autre chose, claire. J'étais gavé de la recherche, mais je ne suis pas le seul, je pense. Pour plein de raisons, mais que je n'ai pas besoin d'évoquer, je pense que ça parle à beaucoup de gens. J'ai exploré plusieurs pistes. Tout d'abord, la valorisation de la recherche. J'ai un peu baigné dans l'environnement des biotech et des startups, donc j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner, et ça n'a pas donné suite en France.
Et ensuite, j'ai atterri dans une agence de communication santé, d'abord en tant que consultant externe et puis en tant que directeur scientifique pendant quelques années. Ensuite, un retour à l'école. J'étais faire une formation en école de commerce, tout en maintenant mon activité professionnelle au sein de cette agence de communication. Une petite pause de quelques mois pour faire un peu le vide, faire un peu le point sur tout ce passé et tout ce que j'avais appris. Et j'ai ensuite, je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale et j'ai cofondé en 2017 Elixience, qui est une agence de conception-rédaction médicale, donc pas une agence de communication santé, conception-rédaction médicale, et qui tourne depuis 2017. Voilà. Ok, ben, sacré parcours. On peut te poser des questions sur plein de choses. Moi, j'aimerais à la fois rebondir d'abord sur la valorisation de la recherche. Ouais. Valorisation de la recherche en tant que communication scientifique aussi, parce que, Mhm. ben, évidemment, que pour valoriser la recherche, il faut être en mesure de connaître la structuration de la recherche et de pouvoir mettre en avant ben, ses atouts, ses intérêts. Comment est-ce que c'était quoi plus précisément Plus cette concrètement, expérience? ouais, alors j'ai fait un DU, un diplôme universitaire à l'université Pierre et Marie Curie à l'époque. Et donc c'est un DU qui était assez exploratoire, pas forcément dans le concret, mais c'était de dresser un portrait du paysage de la valorisation en France, c'est-à-dire qui sont les acteurs entre les institutionnels, le ministère et toutes les structures qui ont été mises en place, les sociétés d'accélération de transfert de technologies, qui sont les personnes impliquées dans tout ce que devient le fait scientifique, les recherches, les résultats de la recherche des Ok. laboratoires, comment on les transforme en quelque chose qui donne de la valeur économique. Donc c'est forcément l'industriel, c'est les laboratoires pharmaceutiques, les fabricants de dispositifs, et c'est tout l'environnement qu'il y a autour et après la recherche. Voilà, c'était ça la valorisation surtout. Et c'était pas forcément une valorisation des résultats en termes de publication, ce genre de choses, mais ça pouvait en faire l'objet, mais c'était pas fondamentalement le scope de cette formation. Et comment tu avais eu connaissance de cette agence? Alors, c'est pas une agence, l'agence dans laquelle j'ai travaillé, c'était Ouais. via mon réseau, où j'ai émis mes souhaits, enfin, en tout cas, mon besoin de changement, Ouais. et j'ai rencontré, par le biais du réseau, rencontré quelqu'un qui dirigeait cette agence de communication santé. Ok. Et alors pourquoi, alors, je ne sais pas si c'est une question pertinente, mais pourquoi avoir évolué après ça? Pourquoi avoir arrêté, bifurqué après cette expérience de valorisation, enfin dans... Alors, l'expérience, c'était pas vraiment une expérience, hein, c'était juste une formation, ça a duré plusieurs semaines. Hmm. En fait, quand tu frappes aux portes et qu'on t'explique que globalement, tu es juste un énième doctorant, un énième docteur qui n'a pas de formation complémentaire, donc a priori qui n'a pas de plus-value, enfin, j'étais pas discriminant sur le marché, voilà, bêtement. Pour rentrer dans une startup, si c'est pas la startup dans ton domaine d'expertise, bon, finalement, j'étais pas, encore une fois, c'est personnel, hein, mais j'étais pas pertinent a priori. Et puis, j'avais pas eu le courage de faire la tournée des popotes et d'aller chercher très longtemps. Donc après, quand les occasions se présentent, il faut les saisir. Et donc, du coup, je suis rentré dans cette agence. J'aurais pu dire non, je veux absolument faire de la valorisation, rentrer dans une startup ou rentrer dans une structure de transfert de technologie. Bon, a priori, arriver à un certain stade de réflexion, il faut savoir aussi saisir les opportunités. Ouais. Et du Et coup, bien parce sûr, pas de que, regret. bien sûr, mais c'est important ce que tu nous dis là, parce que, alors je ne sais pas s'il y a par exemple des jeunes chercheurs de première année, par exemple, qui nous écoutent Ouais, ou qui vont regarder la rediffusion, j'espère. mais voilà, il y a une réalité voilà, qui existe en France, qui est que bah, voilà, le doctorat est à valoriser. Chacun doit valoriser son parcours et ses compétences parce que le doctorat n'est pas reconnu globalement et enfin, généralement. Est-ce qu'il y a une incidence, parce que tu viens de nous dire que voilà, il aurait fallu enfin, que tu fasses de gros efforts pour valoriser, que tu n'étais pas reconnu en tant que docteur et que voilà, que tu étais un de plus, un étudiant de plus finalement. Est-ce que ça a été moteur dans ton parcours et dans les choix que tu as opérés après?
et notamment dans les différentes formations Mmh. complémentaires que tu as ajoutées derrière. Ouais, oui, clairement. En fait, il y a une réalité du marché de l'emploi en France, hein, que ce soit, enfin, peu importe le domaine, mais quand tu as 25-26 ans et que tu es docteur, ou tu es que docteur, c'est bête, mais soit tu restes dans ton domaine où tu vas chercher quelque chose qui est très orienté sur la recherche, soit en privé ou dans le public, mais quelque chose qui est assez orienté en recherche, ou technique de façon générale, je dirais. Pourquoi pas, mais comme je voulais absolument m'en éloigner, je me suis de facto fermé un nombre important d'opportunités, tout simplement. Donc, quand tu veux faire autre chose, ben, soit tu as de l'expérience, j'en avais pas, en tout cas pas de façon probante, soit tu as des diplômes, et j'en avais pas non plus. Voilà, donc à un moment Juste un donné, PhD. ouais, alors juste un PJ, mais encore une fois, bien sûr que je suis content d'être docteur et que je sais ce que vaut un doctorat quand tu vas aux États-Unis, en Allemagne ou dans d'autres pays. Mais je vis en France, et en France, un doctorat ou un docteur, pour beaucoup de gens, dans beaucoup d'entreprises, ça vaut pas un ingénieur. C'est discutable, je jette la pierre à personne. C'est juste que il faut faire le constat de la réalité. Et donc, soit tu vas te former, ce que font beaucoup de docteurs et vont repartir en formation, alors peu importe la formation, mais trouver quelque chose qui va être déterminant sur le marché du travail. Voilà, il faut être intéressant. Encore une fois, je voulais m'éloigner de la recherche. Donc, pour s'éloigner de la recherche, bah, c'est comme si tu n'avais pas de diplôme, en fait. Ouais, ouais, exactement. Et même dans bien des cas, même si tu veux pas t'éloigner de la recherche, ben, c'est vrai que se pose souvent la question des formations complémentaires. Ouais, Et par rapport à ça, justement, parce que bon, in fine, on va le voir, du coup, tu travailles, ben, tu fais de la communication scientifique, si on ouais. peut le dire simplement comme ça. Euh, Si on peut essayer de créer des liens avec la thèse, théoriquement, bah, ça développe certaines compétences. Ouais. Qu'est-ce qu'a pu t'apporter la thèse d'un point de vue communication scientifique? Alors, je vais te donner je vais être très concret. Moi, je fais de la communication scientifique. Techniquement, ce sont des qualités, en tout cas, c'est un aspect que doivent développer tous les chercheurs. Voilà, un chercheur, il ne fait de la recherche que pour qu'elle soit publiée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu dois écrire un article, tu dois faire des conférences, tu dois absolument diffuser, c'est publish or perish, tu dois communiquer. C'est un impératif du chercheur. C'est la Donc, finalité, tout voilà, simplement. c'est absolument. Alors, la finalité primaire, après la primaire, mais en tout cas, c'est un impératif. Et donc, finalement, faire de la communication scientifique, c'est une activité que font tous les chercheurs. Tous les scientifiques, tous les doctorants doivent communiquer, ils doivent présenter leurs résultats en réunion de laboratoire, ils doivent présenter leurs résultats à leur directeur de thèse, et ainsi de suite. Tu prends chaque exemple où tu dois expliquer à quelqu'un ce que tu fais, donc c'est de la communication. Maintenant, moi, je fais de la communication un peu plus appliquée, je fais de la conception-rédaction, donc on crée des contenus, et puis on crée des contenus à vocation commerciale. Donc, il y a tout un aspect qui n'est pas l'aspect qu'on n'aborde pas quand on fait de la recherche en laboratoire. En général, on n'a pas trop de clients, mais s'il y en a un. Et donc, du coup, il y a des petites choses à avoir en plus, mais c'est beaucoup des soft skills. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, faut pas retourner en formation pendant des années pour les développer. Le parallèle que je trouve, moi, sur la communication scientifique qu'on apprend quand on fait de la recherche, et la communication scientifique que je fais maintenant et qu'on peut retrouver sur les métiers de la conception-rédaction, il y a des similitudes et des qualités de base. Pour moi, les qualités les plus importantes, c'est la curiosité d'esprit. Si tu n'es pas curieux, en général, tu n'es pas curieux, tu fais pas de recherche. Bon. Et donc, du coup, c'est une qualité primordiale. Je sais, dans le premier, pour moi, c'est la plus importante. Ensuite, il y a tout ce que tu apprends en recherche, c'est la capacité d'analyse, la capacité de synthèse, et je peux te garantir que ce ne sont pas des qualités communes dans les mondes, dans les milieux dans lesquels j'évolue. Ensuite, il faut garder un esprit critique. L'esprit critique, c'est être capable de remettre en question ce que tu viens d'apprendre, ce que tu viens, des fois, parfois, tu as pris des années à construire, et en fait, il faut savoir que peut-être que dans 2 ans, 3 ans après, il y a quelqu'un qui va dire que c'est faux, et il faut l'accepter. Donc cet esprit critique, faut le développer, il faut le garder, il faut l'aiguiser en permanence.
La résistance au stress, ça, c'est des choses qu'on apprend bien aussi en laboratoire. Et après, à partir de ça, il faut des petites qualités humaines qui sont assez importantes. La créativité, encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des process de la créativité, il faut de la culture, il faut une culture générale, il faut une culture scientifique, bien entendu. Donc, c'est-à-dire que cette culture, elle doit dépasser souvent son domaine d'expertise. Il faut s'intéresser à toutes les sciences, il faut s'intéresser aux sciences humaines et sociales, il faut s'intéresser aux sciences expérimentales, il faut s'intéresser aux faits politiques, il faut s'intéresser à l'histoire, il faut s'intéresser à l'art. Parce que ces choses-là se retrouvent et se mélangent parce qu'à un moment donné, il faut faire la promotion de produits, de services. Et donc, pour pouvoir avoir un peu d'aspérité, pour être un peu créatif, faut connaître tout ça. Ensuite, bien sûr, il faut avoir une petite appétence pour la communication, c'est-à-dire il faut aimer les gens à qui tu vas vouloir parler, il faut aimer les publics que tu vas vouloir influencer. Donc, il faut avoir voilà, cette petite appétence. Il faut maîtriser plus ou moins les outils de communication, c'est-à-dire qu'il faut un peu maîtriser la langue, que ce soit le français ou l'anglais, c'est assez important. Et puis, il faut un petit grain de folie, il faut, faut le sens de l'humour, voilà, le petit grain de folie, le délire de l'artiste, il faut l'avoir. Voilà. Oui, sommeil en tout chercheur, un artiste avec un petit grain de Exactement. folie. Voilà. Et donc, tu vois, en listant ces qualités, tu vois, je pense qu'il y a 90% de notre public aujourd'hui là qui s'est reconnu. Et donc, ça veut dire que ce sont des métiers qui sont accessibles. Oui, bien sûr. Et du coup, par rapport à ton parcours, j'aimerais que tu nous évoques tes formations d'après, Ouais. qui sont, qui sont bien déterminantes en fait pour ta pratique de la communication scientifique. Ouais. Donc, comment ça a continué de se construire après ces premières expériences post-doctorales? Ouais. Alors, je dirais il y a un petit manque chez moi de formation initiale, ou de formation pure en communication. J'ai fait mes armes sur le terrain, ce qui est génial en soi, hein, d'avoir la vraie expérience, et pas juste être assis en amphi et écouter quelqu'un parler. Donc j'ai appris sur le tas. Voilà. Donc c'est une force, et quelque part ça suscite un petit peu un manque. Donc j'ai pas de formation en communication, mais j'ai voulu me former, non pas en marketing et e-com, j'ai voulu me former en- à la conduite des affaires. Voilà. Donc je suis retourné en école de commerce et j'ai fait un MBA, comme beaucoup de gens. Donc c'est un Master of Business Administration. En fait, c'est pas tant apprendre la communication, c'est très éloigné, même au contraire. C'est de conduire une entreprise, c'est conduire des gens, c'est de conduire des stratégies, développer une vision. Voilà. Donc c'est plutôt ça que j'ai été chercher parce que je me suis dit que si je repartais encore en marketing com, j'allais me réenfermer dans un silo et je voulais plus être dans un silo. Donc voilà, donc je suis retourné à l'école de commerce, ça a été une aventure, une épreuve presque, mais ça valait le coup. Ça valait le coup, pourquoi? Parce que tu apprends des choses, tu changes un peu ta manière de fonctionner, tu changes un peu ton mindset, comme on dit. Il y a un élément, toute une dimension sur la transformation personnelle qui est effectuée pendant et après la formation. Et puis, euh, et puis c'est de se créer des opportunités. Voilà, c'est aussi une des raisons. Alors, je ne dirais pas que c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette entreprise, mais c'était aussi la vision que j'ai pu développer, une analyse de situation, analyse de marché maintenant, et de voir quel positionnement il fallait avoir pour proposer quelque chose, avoir une valeur ajoutée, en étant à la fois docteur en sciences et avec cette vision business que je voulais aiguiser, développer, et qui maintenant se concrétise par un positionnement d'entreprise qui est un petit peu alors innovant. C'est toujours un peu difficile de dire qu'on est innovant, en tout cas qui est peu commun. Je peux le dire pour toi si tu veux que tu es innovant. Non, 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 parce que si tu veux, non, c'est pas l'innovation. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter que je peux prendre l'exemple d'une personne qui peut être focalisée sur la communication scientifique, vouloir en faire son métier, sans trop savoir où et comment. C'est intéressant de voir et de penser que d'associer une différente discipline, tu rappelais tout à l'heure que c'est important de s'intéresser à toutes les sciences, de rester curieux. Et ben là, le fait d'avoir d'autres connaissances, d'autres compétences en business, en gestion de projet ou autre, enfin, on pourrait citer tous les exemples,
mixer différents champs d'application peuvent en fait permettre d'avoir un regard nouveau Tout à fait. et d'imaginer, du coup d'innover et de faire sa propre communication scientifique. Plutôt, on peut avoir tous les diplômes liés à la communication scientifique, avoir participé à tous les cours, Mm. mais ça n'invite pas à avoir des idées Non. et à innover sur la discipline. Mm. Donc c'est important, moi je suis d'accord là-dessus, important de s'intéresser à toutes les sciences pour notamment peut-être avoir un regard neuf, pouvoir identifier des opportunités, des besoins nouveaux. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que souvent dans nos rassemblements entre jeunes chercheurs au Cartésien, on a souvent une question qui revient souvent, qui est la question de la formation complémentaire après le doctorat. Elle n'est pas inévitable, mais la question se pose. Et enfin, la formation n'est pas inévitable, mais la question se pose. Alors toi, t'as fait un MBA, ça pourrait être plein de formations, enfin, plein Ouais, d'autres formations différentes, évidemment. Mais en tout cas, il faut se poser la question, ne serait-ce que voilà, sur la question de l'innovation, où sont les atouts du jeune chercheur, au-delà de toutes ses qualités, c'est aussi sa capacité à innover, ouais, à traiter différemment des sujets, à trouver des réponses là où il n'y en a pas. Et donc voilà, donc cette curiosité, effectivement, qui passe par différentes formations, est hyper importante dans les compétences des jeunes chercheurs. Et il faut, nous, jeunes chercheurs, qu'on continue à le tout à fait. développer et à l'alimenter. Du coup, une fois qu'on a évoqué ton MBA voilà, et tes nouvelles compétences, connaissances en gestion de projet, en affaires, Ouais. est-ce que tu peux nous parler du coup d'Helix Science que tu as créé en 2017? Ouais. Alors, Alixian, c'est une agence de conception et rédaction médicale et scientifique. Alors, pourquoi je dis que c'est pas une agence de communication? C'est qu'on s'intéresse uniquement au contenu. La communication, c'est vaste, hein, faut s'intéresser beaucoup au contenant. Nous, on prend le contenant en considération, bien entendu, parce que c'est un peu la notion de design, c'est avoir une approche holistique des choses. Et donc, nous, on crée des contenus pour les professionnels de santé. C'est notre cible de cœur, c'est notre cible principale. C'est-à-dire que c'est tout, on s'adresse, nos clients sont toutes les entreprises qui ont besoin de communiquer vers les professionnels de santé. Donc, imagine que ça peut être bêtement laboratoire pharmaceutique, fabricant de dispositifs médicaux, fabricant de cosmétiques, toutes les personnes. Alors, on ne fait pas trop d'institutionnels, même si les institutionnels doivent parler aux professionnels de santé. C'est pas notre segment. On travaille avec principalement ces trois types d'entreprises. Alors du coup, c'est quoi la conception-rédaction? Il y en a peut-être qui entendent ça pour la première fois. Ouais, alors en anglais, on appelle ça le copywriting. Je ne sais pas si les gens ont entendu parler du mot copywriting. Le copywriting, la conception-rédaction médicale, la conception-rédaction de façon très générale, c'est la discipline qui est entre la publicité et la communication. C'est-à-dire qu'il y a je ne communique pas sur mes travaux de recherche, je ne communique pas sur ma propre initiative, je réponds aux besoins d'un annonceur. Donc c'est la personne qui a besoin, ou l'entreprise qui a besoin de communiquer vers une cible. Et il faut faire passer un message. Il faut faire passer un message et il faut susciter une action. Ça peut être un achat, complètement. Ça peut être une prescription, une recommandation, un comportement. Et donc, c'est important d'avoir cette notion qu'il y a il y a une mission, et il y a une action à susciter dans la conception et rédaction médicale. Dans la conception et rédaction de façon générale, alors je dis médicale parce que c'est notre cœur de métier. Donc, c'est-à-dire il faut avoir l'idée commerciale derrière, en fait. Donc, c'est de recevoir un brief, en tout cas, il faut recevoir des instructions, ou du moins étudier le produit, le service que propose l'annonceur, réfléchir aux cibles, réfléchir aux médias, en tout cas aux contenants que tu peux utiliser, et toujours encore avoir l'idée en tête que pour cette cible, il va falloir susciter une action. Et il faut proposer un concept, et ensuite il faut rédiger des contenus, parce que clairement la conception-rédaction, c'est la création de contenu. Et donc, les contenus, c'est un article. C'est un article qui va être écrit, c'est un article qui va être sur un site internet, un blog, une affiche. Ça va être réfléchir aux titres, aux accroches, aux slogans. Il faut imaginer que ça peut être aussi un scénario, parce qu'il va falloir peut-être faire une vidéo, il va falloir faire un communiqué de presse, il va falloir faire un poster dans un congrès, il faut organiser un atelier, il faut organiser une conférence avec des chercheurs. Donc, en amont de tout ça, il y a des gens qu'on appelle des concepteurs-rédacteurs
travaillent et qui établissent et qui créent des messages. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on fait. On crée des messages autour des produits et des services relatifs à la santé. Alors, ça nous évoque un peu une journée type d'un concepteur-rédacteur. Alors, beaucoup d'écriture sous différents formats. Ouais. J'imagine aussi en tant que président que tu as beaucoup de réunions, de rendez-vous. Est-ce que toi, c'est toi qui vas au-devant des professionnels auxquels Ouais. que tu cibles en fait? Alors, oui, on parle de journée type, et je ne sais pas s'il y a de journée. Oui, J'aimerais oui. savoir s'il y a de journée type. Il y a plusieurs types de journées. Euh, alors, typiquement, si je reçois une demande d'un client et qui sort un peu de alors, pas mon domaine d'expertise, parce qu'on essaie de ne pas avoir de domaine d'expertise, mais en tout cas qui sort de l'habituel. Donc, il va falloir savoir, parce que ça intéresse toujours aux cibles, euh, qu'est-ce qui, quel message, quel type de message, ou qu'est-ce qui susciterait chez notre cible la réaction attendue. Et donc, souvent, il faut aller rencontrer des médecins. Alors, c'est de la chance qu'on a développé, en tout cas, on a quelqu'un dans l'agence qui a une expertise médicale et qui a aussi créé un réseau d'experts, d'influenceurs médicaux, soit localement à Paris, en France ou à l'étranger. Et donc, c'est des personnes qui peuvent te faire un retour. C'est-à-dire, le retour, c'est qu'est-ce que la pratique médicale, de quoi j'ai besoin, alors que ce soit du médicament, mais que ce soit du service, pour aller plus vite, mieux traiter les patients. On peut imaginer tout ce qui pourrait améliorer la pratique médicale ou la prise en charge des patients. Et donc, c'est cette relation avec les médecins ou les professionnels de santé en général, soit après les dentistes, les orthophonistes, kinés, enfin, on peut en faire plein, euh, c'est d'avoir l'aspect pratico-pratique. Ensuite, il y a tout ce qui est ressources, tout ce qui est créer le message, parce que nous, on doit s'appuyer sur les faits, evidence-based medicine, donc on doit s'appuyer sur les faits. Si s'il n'y a pas de référentiel, s'il n'y a pas une littérature qui va étayer le message, bah, on prend pas en l'air. Parce que c'est pas notre cœur de métier, on veut être sur de la com, on veut rester scientifique, on veut rester médical. Donc, mais on garde l'aspect, on garde le côté, on garde le lien avec les médecins, on garde le lien avec la mission qu'on s'est donnée, qui était d'améliorer la prise en charge des patients, c'est ce qui nous tenait à cœur. Et donc, la manière de le faire pour nous, c'est d'apporter quelque chose de réel. Et pour avoir quelque chose de réel, il faut discuter avec les gens qui la pratiquent tous les jours. Voilà. Ouais. Donc une démarche réseau pour identifier les besoins sur le terrain. Ouais. Euh, Ça m'évoque une question sur les sources, sur l'information. Tu as parlé que, évidemment, vous voulez rester scientifique, Ouais. voilà, une démarche éthique. Comment est-ce que, Complètement. quand vous avez quelqu'un, donc un client qui fait appel à vous Mm. pour faire une communication, comment est-ce que vous restez, parce que là j'imagine, à beaucoup de chercheurs qui donc font beaucoup de lectures, de littérature, soit pour écrire leur thèse, soit pour après, s'ils continuent en laboratoire. Comment fonctionne un concepteur-rédacteur? Donc, est-ce que vous avez encore beaucoup de lectures, d'articles pour être tenu informé, ou c'est surtout par le réseau que vous restez informé des dernières innovations, des dernières recherches? Ouais, on lit beaucoup. J'ai jamais autant lu d'articles de ma vie, alors que j'ai passé presque 12 ans dans un laboratoire de recherche. J'ai jamais lu autant que depuis que je fais ce métier. Il faut lire en permanence, il faut confronter les idées, il faut être capable de donner du niveau de preuve. Donc, tu lis beaucoup. Alors, tu vas apprendre à lire très très vite, parce que tu peux lire et parcourir 50 articles dans une journée, et c'est beaucoup, mais en même temps, il faut lire vite. Euh, il faut accéder, idéalement, j'ai le client qui a fait souvent la bibliographie, qui m'envoie des données. Alors souvent, tu sais, c'est des industries qui sont assez réglementées, donc ils ont fait des études très rigoureuses, extrêmement analytiques, bien montées, bien faites. Pas toujours le cas, mais 99% du temps, c'est le cas. Et donc, souvent, il y a la littérature qui va avec, il y a les articles conservés. Des fois, c'est la littérature qui me remonte à 10 ans, parce que le produit il a été mis en développement il y a 10 ans. Donc, moi, j'arrive à la fin, on fait communication sur les produits de santé. La recherche s'est faite il y a 10 ans. Bon, donc, du coup, on te fournit du matériel scientifique, la recherche. Donc, des articles scientifiques, que ce soit aussi les données de laboratoire, les données d'études cliniques,
c'est ce qu'on nous donne. Donc oui, il faut lire beaucoup. Et après, nous, pour construire les messages, pour construire l'accroche, construire des slogans, ou des fois même faire l'introduction à tout ça, remettre la recherche en perspective, il faut avoir la nouveauté, parce que c'est maintenant que le produit sort, c'est maintenant que le produit sur lequel il faut communiquer. Et donc, il faut que ce soit en lien avec l'actualité. Donc, ouais, on va puiser beaucoup dans la littérature scientifique. C'est aussi, tu me l'as dit, on en a parlé, hein, alors, on peut faire de la veille, on ne fait pas trop de veille en amont parce que c'est chronophage tout simplement. Parce que tu peux pas. On a décidé d'être dans l'entreprise, d'être ce qu'on appelle agnostique, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas être spécialiste dans une discipline. On veut pouvoir aborder n'importe quelle discipline parce qu'on a mis en place des process analytiques, ce qui fait qu'on peut aborder n'importe quel sujet, on ne veut pas être dépendant d'une spécialité. Et donc, oui, il faut garder le terrain, il faut garder le lien avec le terrain. Et puis, il faut pouvoir avoir un regard souvent neutre de la discipline. Et donc, quand on a un a priori, parce qu'on a toujours des a priori, d'une discipline, parce que j'ai fait ma thèse dessus, ou parce que je connais les gens qui font ça tous les jours, on pense qu'on connaît et on peut passer à côté de choses importantes. Voilà. Alors, ça m'évoque ce que tu nous dis, une question d'ordre plus général sur l'accès à l'information scientifique. Alors, tu nous as dit que tu reçois beaucoup de documentation. Ouais. Tout jeune chercheur, tout chercheur connaît bien ce problème de l'accès à l'information de manière générale, sans vouloir traiter cette question très générale qui demanderait des heures. Toi, comment un professionnel qui est sorti de l'académique, pour ceux qui sont peut-être pas chercheurs, en fait, voilà, les chercheurs ont des bases de données qui sont payées par les universités, les instituts de recherche, peut-être des laboratoires, pour avoir accès aux revues qui publient les différents résultats de recherche. Donc, quand on sort de ce système-là, on est confronté voilà, au problème d'accès à l'information scientifique. Ouais. Comment ça se passe quand on est dans le privé comme ça? Au-delà, comme tu nous as dit, toute la documentation déjà fournie et déjà pas mal traitée par tes Par collaborateurs. le client, ouais. Alors, c'est un problème fondamental. Dans le sens où, quand tu fais une entreprise de service, ta matière première, c'est le cerveau des collaborateurs. Et finalement, notre ressource clé, c'est l'info scientifique. Heureusement, alors, je vois l'évolution des modèles et des modèles économiques de la publication scientifique dans le monde depuis le moment où j'ai fait ma thèse. J'ai fait ma thèse en 2005. Et je vois l'essor de la publication en open access. Vous connaissez tous l'éditeur PLOS, Public Library of Science. Et donc, du coup, ce modèle open access, il est assez sympathique pour nous, parce qu'on n'a pas à payer. Et donc, les laboratoires ont payé. Et puis, il y a cette spécificité américaine qui fait que quand la recherche américaine elle a reçu $1 de financement public, l'information qui en résulte doit être publique. Et donc, c'est super parce que du coup, tu as accès sur des banques de données, sur PubMed Central, tu as accès gratuitement, librement de la littérature scientifique. Ensuite, après, quand c'est fondamental, il faut absolument avoir l'article, ce qui est quand même extrêmement rare, tu l'achètes. Ou alors ton client l'a déjà acheté pour toi parce que c'est celui qui veut. Voilà. Ok. Oui, c'est une question majeure parce que même les chercheurs dans le public n'ont pas accès à toutes les informations. C'est pas évident pour tout le monde. Ça dépend de son établissement, notamment. Ouais. D'ailleurs, j'ajouterais une chose qui est assez magique, ce que j'ai vécu quand j'étais au laboratoire, c'est qu'il y a un site qui est vachement bien qui s'appelle ResearchGate, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Communauté de chercheurs, hein, c'est un peu le LinkedIn des chercheurs, c'est sympa. Souvent, il y a des articles qui sont disponibles. Et puis, il y a un truc qui est magique, je te disais, c'est qu'en fait, quand tu as vraiment besoin d'un papier, tu envoies un message très sympathique aux auteurs. Et moi, je l'ai fait quand j'étais au laboratoire et j'ai envoyé de nombreuses fois mes articles, en tout cas ceux qui étaient disponibles pour moi. Et tu fais gentiment une demande, tu leur dis que tu voudrais le lire, et ils pensent que tu vas le citer, ou qu'en tout cas, ils sont contents de partager leur info. Et donc, ils t'envoient le PDF de l'article. Et donc, du coup, tu as l'article gratuitement. C'est sympa. Et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde, puisque, Ouais. comme tu disais il y a quelques minutes, voilà, on crée des connaissances justement pour qu'elles soient partagées. Donc, Exactement, et c'est fondamentalement, c'est la mission du chercheur. Et donc, moi, j'ai jamais dit non à quelqu'un qui me demande un article. Et je connais plein de gens autour de moi qui écrivent régulièrement aux chercheurs et qui leur demandent l'article, et puis ils te l'envoient, tout simplement.
Bah, d'autant plus que le chercheur, il n'a pas tant d'attachement que ça à son article, Non. puisqu'il lègue ses droits d'auteur Ouais, et quand puis il surtout, confie son texte, il est juste heureux que sa science, elle serve à quelque chose. que ce Donc, soit il lu. va, un, il se dit qu'il va être cité, et que deux, ses travaux sont utiles pour des gens. Donc, enfin, c'est une situation gagnant-gagnant, tout le monde est content, et donc toi, tu n'as pas trop à payer. Tu le revends pas et tu ne le mets pas sur ton site en accès libre. C'est un peu de respecter, mais globalement, tu vois, voilà. Et après, quand tu es vraiment dans l'impasse, bon, ben, c'est 30 euros, quoi. Alors, il y a une question, alors j'ai deux questions. Il y a une question sur Elixscience, Ouais. de savoir si tu n'engages que des PhD. Non, on n'engage pas que des PhD. C'est une bonne question. Alors, il y a trois versants dans l'activité. Je dirais l'opérationnel, qui est la création de contenu, je m'en occupe principalement. Non, j'engage pas que du PhD. J'engage pas beaucoup de gens non plus, hein, mais il y a deux aspects dans l'activité qu'on a, c'est qu'il faut quand même vendre. Il faut vendre de la prestation. Donc, forcément, des gens qui sont intéressés par la vente et en tout cas aller à la recherche des clients, c'est important. S'il y a des PhD qui sentent de le faire, pourquoi pas. Mais ça fait partie clairement de mes activités, hein. Je passe pas ma vie à écrire des articles, j'aimerais bien, mais en fait, pas du tout. Donc, du coup, s'il y a des PhD qui aiment bien le côté client, c'est sympa. Donc, PhD pour écrire, oui, quand on va être débordé d'activités, parce que là, on n'est pas staffé pour répondre à trop de demandes. Mais quand on va l'être, oui, il faut du PhD, mais il faut du PhD qui est, je peux dire, qui est mon parcours, pas du tout, mais qui est cette appétence pour la com, qui est cette appétence pour les clients. Et donc, Le relationnel. ouais, pour le relationnel. Et puis c'est un métier, j'allais dire, ça s'apprend, hein. Moi, Ok. j'ai eu plein de stagiaires, des choses qui s'apprennent sur le terrain. Il n'y a pas besoin de sortir d'une école de com après avoir son PhD pour faire de la com scientifique. C'est bien, mais c'est pas nécessaire. Ouais, et puis j'aurais aimé conclure, parce qu'on va arriver au bout de ces échanges, Ouais, j'aurais aimé conclure en parlant de justement de si qu'est-ce que tu pouvais identifier, mettre en lumière chez les compétences spécifiques des PhD, parce que souvent, bah voilà, les PhD sont en concurrence avec d'autres types de diplômes, hein, sur des postes, ouais. et bah, on aimerait des fois que les entreprises fassent mieux, enfin, comprennent ou identifient mieux les spécificités des Mm, PhD. C'est pas souvent le cas. Mais en tout cas, j'ai même plus envie de répondre à cette question après t'avoir entendu. Tout simplement, voilà, effectivement, on peut toujours apprendre. Les PhD, s'ils sont là, c'est qu'ils sont curieux et qu'ils aiment apprendre. Et donc, ben, il faut juste avoir confiance. Soit c'est faites une ça. formation, soit apprenez par vous-même. Comme tu dis, c'est surtout une question de personnalité, d'appétence. Donc, à partir du moment où vous créez votre réseau, vous prenez les opportunités de réseau, vous rencontrez les bonnes personnes, que vous développez votre motivation et vos connaissances sur un domaine, ben vous pouvez aller partout, quoi. Et un PhD, effectivement, il peut aussi être vendeur ou que sais-je, Ouais, il peut tout bah, bien faire. sûr. Donc on aimerait qu'à la fois tous les jeunes chercheurs puissent entendre ce message et aussi ben, toutes les boîtes qui recrutent. Pensez aux PhD, voilà, Mm, qui ont plein de compétences. Tu parlais sur l'aspect vente, il y a une question sur les professionnels de santé. ouais. Sur est-ce que c'est payant pour les professionnels de santé donc qui sont ciblés? Payant dans quel sens? Est-ce Alors, qu'ils payent quelque payant, je chose? pense, alors la question n'est pas développée, mais je pense au niveau des produits. Alors, il y a bien quelqu'un qui paie à un moment donné. Bah, Je pense c'est qu'il y a l'annonceur qui paye, qui me paye. Qui me ouais, paye pour faire de la communication, pour faire, enfin voilà, pour toutes les prestations qu'on fait. Si tu veux, le professionnel de santé, je ne sais pas, parce que je travaille avec tel médecin, tel professeur, que lui, il va avoir un gain immédiat sur. Alors, il y a deux choses. Soit j'ai besoin d'un expert immédiatement sur le projet, j'ai besoin d'avoir une légitimité, ou en tout cas un porte-voix, un influenceur que je vais rémunérer. Ça existe, hein. Donc, j'ai besoin que quelqu'un me relise un document que j'aurai écrit, et bah, ça va être du temps, et donc du temps, ça se paye, c'est normal. J'ai besoin d'avoir un conférencier sur un workshop ou sur un atelier ou sur un autre conférence, bah, forcément c'est du temps, et du temps de préparation et du temps de présentation, ça se rémunère.
Mais sinon, les professionnels de santé, de façon générale, quand ils savent qui travaillent, je veux dire, les professionnels de santé, ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de vaccins, ils ont besoin de kits de diagnostic pour le Covid-19 ou pour autre chose. Enfin, ouais, tu vois, ils ont un besoin pour pratiquer leur activité. Et donc, si leur expérience peut faire en sorte que les produits soient meilleurs, que les services soient meilleurs, que finalement les patients ils gagnent, enfin, je ne connais pas un médecin qui dit non. Hein. Mm. Parce qu'au final, ils gagnent du temps, ils gagnent l'efficacité, ces patients sont mieux pris en charge. Parce qu'au final, c'est toujours ce qui compte. Le médecin, lui, il est content parce que les patients vont bien. Voilà. Et plus il y a de meilleurs produits parce qu'on fait, une meilleure communication sur les produits et que le produit est utilisé pour sa bonne éducation, hein, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Quand le produit il est bien utilisé, en général, le patient il est bien pris en charge et du coup, on est gagnant. Ok. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part de gens. N'hésitez pas à en partager parce qu'on va conclure. De toute façon, encore une fois, comme on disait au début, l'objectif n'est pas de faire un cours ou de répondre de Non, façon exhaustive à la question de la communication scientifique en 40 minutes. non. Mais donc, n'hésitez pas à nous contacter, les Cartésiens, Ouais. contacter Abonnez-vous, Mathieu, hein, cliquez en dessous là, juste là. abonnez-vous. Abonnez-vous, hein, Merci. suivez-nous sur Merci, les Mathieu. réseaux sociaux. L'activité est riche. Il y en a pour tous les goûts. Et puis je ne l'ai pas dit à un moment donné, je n'ai pas assez insisté. Le réseau, c'est primordial. Le réseau, c'est primordial. Le premier réseau que les docteurs vont se créer, c'est dans leur communauté scientifique, mais il faut sortir du laboratoire. Il faut rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts. Les cartésiens, pour l'instant, j'ai pas vu de réseau moi, de l'Université de Paris. Et donc, le cartésien, c'est pour l'instant le réseau de l'Université de Paris. Donc, il faut l'utiliser, il faut participer, il faut donner, il faut recevoir. Voilà, mais il faut être visible, il faut y aller, quoi. Et donc, les cartésiens, je dirais que ça va être le relais primaire de beaucoup de chercheurs, de beaucoup de doctorants, de gens de laboratoire, de gens qui se posent des questions. Que vous vouliez faire de la recherche scientifique dans le laboratoire public ou que vous voulez faire autre chose, pareil. Il y a des synergies à créer, il y a du lien à créer. Et c'est en créant du lien en permanence entre les gens. Encore une fois, il faut donner, il faut recevoir pour créer du lien. C'est bénéfique à tous les moments et toutes les étapes de ce parcours. Ouais, et à chaque fois, on est étonné et ravi, comme toi aujourd'hui, Mathieu, que en fait, les docteurs, ils sont vraiment disponibles, quand bien même ils sont très, très occupés, évidemment, en fonction de leur boulot, mais ils sont ravis de faire un retour sur leur parcours, donner des conseils. Donc n'hésitez pas à aller dans les événements des associations, contacter les gens sur LinkedIn. Ouais, N'hésitez pas, les gens sont très disponibles toujours. et ce sera votre meilleure façon de vous valoriser, d'avoir de l'information et d'opérer les meilleures décisions après pour votre poursuite de carrière. Donc, voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour d'autres questions. On activer les notifications pour être au courant des prochains lives. On va faire Ouais. des rencontres chaque semaine. Et puis, on essaiera de répondre à vos questions sur différents types de problématiques. Si vous avez des suggestions, envoyez-nous aussi un mail. On sera ravis d'inviter des intervenants Ouais. qui pourront y répondre. Voilà. Voilà. Puis si vous avez des questions qu'on peut oser les poser, je suis disponible sur LinkedIn, sur Twitter, via les Cartésiens, bien entendu, via mon site de l'agence pour ceux qui veulent bosser, qui se posent des questions. N'hésitez pas, je suis disponible pour répondre aux questions. Harcelez-le pour qu'il crée un poste de PhD à Elections. Voilà. Faut qu'il y ait de l'activité en face. Cette personne créera sa propre activité. Hein, voilà. Mais pourquoi pas? Mais tu sais, c'est comme ça que ça se vend. Hein. Tu arrives, tu te dis que que tu es capable d'aller te lancer pour créer créer de la synergie, créer quelque chose. Moi, je suis preneur. Hein. Bon, parfait, l'appel est lancé. Merci beaucoup encore, Mathieu. À très bientôt. Ouais, À bientôt à tous et voilà, restez merci. Voilà. connectés. Et Et abonnez-vous. C'est en bas. à bientôt. Salut. Au revoir, Franck.